Dans les pas d'un voyageur aveugle, avec Jean-Pierre Brouillon. Allez voir ailleurs. Page 91. À l'époque, quand je n'étais pas sur les routes, il y avait de fortes chances de me trouver à Paris, place Saint-Michel, comme le Vondelpark à Amsterdam. C'était un lieu de rendez-vous immanquable pour les routards. De là, ils pouvaient rejoindre les quais de Seine avec leur guitare. Je m'installais sous les statues de la fontaine. Je faisais la manche, les yeux tournés vers le ciel, les mains prêtes à me saisir d'une flûte pour accompagner mon copain Yanis à la guitare. Depuis ma première expérience musicale à Châtelet, je n'avais guère fait de progrès dans ce domaine, mais j'étais toujours disposé à rencontrer de nouvelles personnes. Ce jour-là, je revenais de la fête de l'UMA, tranquille et réjoui. Je m'installe à ma place habituelle. Sans que j'aie pu entendre le moindre bruit de pas, je sens deux lèvres se poser sur les miennes. Quel est donc cet oiseau doux qui m'offre ainsi cet éclat de cristal de sel et de cardamome? Quelle est cette langue qui se glisse contre mon palais? Un mec? Une nana? C'était une fille. Elle me dit avec un léger accent du Nord qu'elle souhaite devenir mon amie. Curieuse façon de se présenter. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, poursuit-elle. Je suis avec un mec. On est au resto à côté. Je ne sais pas pourquoi. Quand je t'ai vu, j'ai eu envie de te connaître. J'ai dit à mon type que tu étais un cousin à moi. J'y retourne. Mais viens nous retrouver pour le café. Et surtout, ne dis rien. Le type en question était juge. Elle m'apprendrait plus tard qu'il l'a payé pour lui tenir compagnie. C'était ça le boulot, 3 ou 4 heures de présence en échange de quelques billets de banque, 500 francs, si mes souvenirs sont bons. Et sans coucher, tiendrait aussi à préciser ma belle étrangère. Le juge, qui terminait de déjeuner, était seul à parler. Angela, puisque mon amoureuse du Nord se prénommait ainsi, et moi restions silencieux. Le monologue du vieux racontait l'histoire d'un fils perdu sur les chemins de Katmandou et que la drogue ne semblait pas près de lui ramener. Ça durait depuis des années. Nous l'écoutions nous déverser son désespoir. Notre présence semblait l'aider. L'argent peut acheter cela aussi. Une fois qu'il a eu fini de manger, Angela et moi l'avons laissé seul avec ses souvenirs. Nous avions atteint un même état de tension. Dans la rue, nous sommes partis à la recherche d'une cage d'escalier. Quand une porte s'est enfin entr'ouverte, nous nous y sommes jetés. Nos corps étaient impatients de se trouver, aussi brûlants de s'aimanter dans leurs souffrances respectives. Nous ne nous connaissions pas, mieux, nous nous ressentions. C'était un début d'après-midi fiévreux. Nous étions comme des bêtes traquées, et je n'ai jamais oublié ce baiser venu du ciel. Il ne m'est arrivé que des bonnes choses, place Saint-Michel. Quelque temps après Angela, je fis une autre rencontre qui devait me marquer à jamais. À cette époque, lorsque je faisais la manche, je pouvais me montrer très agressif. Pour mendier, il aurait fallu faire preuve d'un peu plus de sérénité. Malheureusement, je n'étais pas encore cet homme-là. Un rien pouvait m'irriter. Il faut dire que j'étais tellement en conflit avec ma cécité. Mendier, c'était affronter le regard de l'autre et son jugement forcément réprobateur. Parasite, c'est l'idée que la société devait se faire d'un type comme moi. Je fus donc surpris quand une femme jeune, riche et disponible, s'intéressa à moi. Elle m'aborda de la manière la plus insolite qui soit. « Pourquoi vous contentez-vous de demander un franc ?» me dit cette voix nouvelle. « Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que vous devez manquer à ce point de discernement. » Son parfum emplissait
l'air du dehors. Elle sentait bon, un parfum chic et cher. Mais je devinais autre chose chez cette jeune bourgeoise pleine d'esprit. Tout de suite, elle me proposa de la suivre. Elle n'habitait pas très loin, dans ce qui me semblait être un hôtel particulier. « Bienvenue dans mon monde !» s'exclama, toute réjouie, ma belle rencontre du jour. « Moi, c'est Olympe. » Et elle prit mon bras avec assurance. Elle avait une manière bien à elle de s'inviter dans la vie des gens. Tout en marchant, ma main accrochée à son bras pour me guider, nous avons commencé à parler. À ses côtés, moi qui avais très tôt quitté l'école, j'avais l'impression d'en apprendre plus que ce que bien des professeurs n'avaient su m'enseigner. Des fulgurances jaillissaient à chaque instant de son brillant cerveau. Je n'en saisissais pas toujours le sens. Elles étaient vouées à grandir. Elles disaient en gros que la peur est de la paresse non investiguée, ou bien encore que l'enfer, ce n'est pas les autres, comme le prétend cet idiot de Sartre, mais bel et bien soi-même pour qui n'a pas appris à se connaître. Son intelligence comme son audace me subjuguaient. Je n'en revenais pas qu'on puisse remettre en question le génie d'un intellectuel comme Sartre. Moi, qui me croyais libre et affranchi, je constatais à ses côtés mon imposture. Je me pensais ouvert au monde. En réalité, l'autre me dérangeait dans la contradiction qu'il pouvait m'apporter. J'évoluais dans un petit monde de vérité tout établi. Pour ne pas bousculer mon confort de certitude, je m'arrangeais pour ne partager que le point de vue de personnes d'accord avec moi. Heureusement, Olympe se présentait à moi comme une princesse prête à m'arracher à ma condition de primate. Je me laissais faire à mesure qu'elle ôtait un à un tous les atours de l'armure que je m'étais forgée, moi, le prétendu aventurier, qui n'était ouvert qu'aux préjugés. Olympe m'emmena aussi faire les boutiques. Il me fallait une nouvelle garde-robe, m'expliqua-t-elle. Être hippie ne doit pas être une excuse pour se laisser aller. Des jeans neufs, des tuniques indiennes, des sandales, des bijoux. En quelques heures, elle me rhabilla du pied en cap d'une main de maîtresse, n'hésitant pas à faire irruption dans la cabine d'essayage pour ajuster la taille d'un pantalon. De son œil expert, elle jaugeait, commentait, évaluait. Je devenais un objet qu'elle façonnait à son goût. J'y prenais un plaisir certain. Tandis qu'elle me tendait une autre tunique de velours qu'on me disait aussi rouge qu'une piste africaine et dont les fils d'or et d'argent semblaient jeter des éclairs. Ça y est, j'étais paré. Et il ne me manquait plus que ce collier en argent confectionné par des artisans du Yémen. Ça, c'est moi qui l'avais réclamé. Je me sentais tiraillé entre la gêne coupable de me faire entretenir et le plaisir cupide d'accepter tous ces cadeaux. Qu'en aurait-il pensé, mes copains hippies? Me prostituai-je, bousculai-je dans le luxe trop vite acquis des gigolos de service? Allez hop, une douche et un coup de peigne pour oublier tout ça. Maintenant, vous pouvez partager mon existence, conclut ma belle Olympe. Cette femme ne cessait de m'intriguer. Pourquoi déployait-elle tant d'efforts? Pourquoi m'offrait-elle tout cela? Qu'avais-je qui puisse l'intéresser à ce point? Pouvais-je moi aussi lui faire découvrir d'autres horizons que son milieu artistique et intellectuel? Elle était curieuse des autres, et je l'étais assurément d'elle et de sa pensée. Chacun de nous est acteur d'une pièce qui a la possibilité de quitter à tout moment, disait-elle. Nous ne sommes propriétaires de rien. Apprenons à nous établir dans la paix, à accepter ce qui nous est donné comme ce qui nous est repris.
Après m'avoir de nouveau exposé en détail le sens du mot altérité, elle m'ouvrit les portes de sa maison. Directement, elle me conduisit à sa chambre. C'était incroyable, tout en vitre, comme un atelier d'artiste. Celle-ci ouvrait sur le ciel de Paris avec une terrasse dominant les toits de la ville. Des tapis persans jonchaient le sol et une robinetterie en cuivre équipait la salle de bain attenante. Surtout, un lit immense trônait au centre de la pièce, de forme circulaire. Il était constitué d'un matelas à eau chauffante. C'était d'une modernité absolue. Je n'avais jamais rien connu de tel. À ce stade de notre conversation, je ne savais toujours pas d'où provenait son prénom. Elle me répondit avec son esprit coutumier. Comme l'a écrit Homère, l'on ne saurait davantage voir ce que je suis que l'on ne distinguerait le sommet du mont Olympe. Viens maintenant près de moi. Ma partie cachée t'invite à boire l'ambroisie et le nectar, conclut-elle en m'attirant vers elle. J'étais prêt pour l'aventure. Pendant plusieurs jours, nous n'avons pas eu besoin de quitter son nid. Puis l'idée nous vint de partir en voyage. N'ayant pas de destination en tête, nous avons décidé de laisser le hasard choisir pour nous et de la manière qui corresponde le mieux à notre activité du moment. Olympe alla chercher une carte routière de l'Europe qu'elle plaça sous mon sexe. Le principe consistait à se laisser guider par les facéties de mon éjaculation qu'elle provoquerait avec un talent qui n'était alors plus à démontrer. Je jouis. La destination indiquée par la pointe de mon sperme indiquait le Portugal. Vendu. Quelques jours plus tard, Olympe enfilait un jean, des sandales, une tunique indienne, et nous voici partis. Avec un sac musette jeté sur les épaules, elle s'amusait des regards concupissants que lui jetteraient les routiers. Je ne sais pas si elle avait déjà fait de l'autostop. J'étais là pour lui apprendre à lever le pouce. D'une voiture à l'autre, nous avons pu rejoindre le sud, mais contrairement à nos plans, nous n'avons pas poussé jusqu'au Portugal. À Barcelone, nous nous sommes sentis assez bien pour nous poser là. Sur place, nous faisions la manche. Cela distrayait Olympe. Ce que je ne faisais par nécessité s'avérait pour elle un jeu. Un jeu. Elle se plaisait même à avouer sa situation aux Catalans. Dans son esprit, elle ne se rabaissait pas. La vie n'était-elle pas, comme elle me l'avait expliqué, une pièce de théâtre écrite par le grand autre et dont nous n'étions que les acteurs passagers. Elle se plaisait même à relever l'adresse de certains Catalans à qui elle promettait d'envoyer de l'argent sitôt rentrée en France. Je ne sais pas si elle le fit, mais au bout de quelques jours, elle se rendit à la banque pour retirer une importante somme d'argent. Elle en distribua quelques nécessiteux, puis conserva le reste pour se payer un billet retour vers Paris. Ça y est, ma douce bohémienne s'était lassée. L'heure était venue de reprendre son habit de princesse. Un avion l'attendait. « Et toi, tu poursuis ta route ?» me demanda-t-elle. Je ne savais quoi lui répondre. « Bien sûr, lui dis-je, très ému par son départ si soudain. Sans elle, lever le pouce n'avait plus trop de sens. » Je me doutais bien que nos mondes ne se rejoindraient jamais totalement. Bien couverts l'un à l'autre, nous étions trop différents. Je m'attendais à son départ un jour ou l'autre. Et pourtant, je m'étais terriblement habitué à cette femme qui ravivait la flamme à chaque instant, si vivante. Peut-être même étais-je tombé amoureux. Ça faisait tout drôle. Mais ne m'avait-elle pas prévenu sous la forme d'un précepte?
La liberté ne saurait exister sans accepter celle de l'autre. Nous en étions rendus là. Elle ne me devait rien. À l'heure du départ, elle m'a murmuré « Allez à Jacta Est ». Le sort en est jeté. Les années ont passé. Je repense parfois à Olympe, l'attendant toujours pour me rendre au Portugal, ce pays où je ne suis jamais allé, l'un des rares qu'il me reste à découvrir.